Côté, alors j'accueille pour commencer Corinne Gouget. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes auteur du livre, on va en parler longuement dans cette émission, Additifs alimentaires. Donc c'est un guide indispensable pour ne plus vous empoisonner. En tout cas, vous allez essayer de nous convaincre et de convaincre les téléspectateurs. Et c'est aux éditions Chariot d'Or. Face à vous, ou avec vous peut-être, j'accueille donc sur ce plateau Jamal Souna. Vous êtes membre de l'association des musulmans de la Seine-Saint-Denis et vous allez justement aussi essayer de nous éclairer sur les habitudes de consommation halal, et je crois que vous avez même créé un organisme officiel pour valider tel ou tel produit est-il halal ou non. Voilà, c'est ça. Donc l'organisme Halal Vérif, qui est sous l'égide de l'Union des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis, a été créé pour répondre à sa problématique du halal en France. Problématique du halal en France, on va longuement en parler. Alors j'aimerais quand même ouvrir ce débat avec vous, Corinne Gouget. Lorsqu'on va sur votre site internet, vous tapez Corinne Gouget sur le net et vous allez tomber là-dessus. Soif de vérité et l'envie de vivre. Il est prouvé que mal manger peut tuer, plus ou moins rapidement. À vous de faire le choix et surtout pour ne pas faire avaler n'importe quoi à vos enfants. Je vais un peu vite, hein, vous verrez vraiment la citation précise sur le net. Vous êtes vraiment remonté aujourd'hui sur la consommation, sur certains produits, dont les additifs. Dont les additifs alimentaires. Donc je suis passionnée par ce sujet depuis 19 ans. Et donc ça fait 19 ans que je pars à la chasse aux additifs avec une loupe pour lire vraiment ce qui se passe sur ces emballages. Donc vous remarquerez sur différents produits qu'il y a toujours la marque écrite en gros pour attirer le client. C'est frais, il y a des couleurs, etc. Mais la liste des ingrédients est toujours cachée en quelque sorte sur le côté en tout petit ou en dessous. Et alors, là, on a du mal à lire. Oui. Alors en vous écoutant et en préparant un peu cette émission, même en off pour ne rien cacher à nos téléspectateurs, c'est vrai que vous êtes tellement motivé et passionné, et puis vous revendiquez aussi un point assez fort, vous y croyez, mais peut-être qu'à vous écouter, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une crainte à donner aux téléspectateurs, aux consommateurs, ou je ne sais pas, on parlait par exemple de cette pâte à mastiquer par exemple, qui est le chewing-gum. Pour vous, malgré les agences de pub, le travail, les messages qu'on nous passe, etc., il ne faut plus du tout consommer de... Le chewing-gum aujourd'hui c'est un problème au niveau mondial et en particulier en France parce que en 2007 on a eu une pic de consommation de chewing-gum en France. C'était 14 millions de chewing-gum mâchés par jour. Donc depuis en 2008-2009 certaines sociétés ont perdu de l'argent parce qu'ils ont trop augmenté les prix. On arrive à des 80-90 euros le kilo de chewing-gum. Donc après les gens me disent j'ai pas assez d'argent pour acheter des dattes, des fruits secs ou des fruits et légumes. Donc ils vont dépenser. D'accord, donc vous, votre message, il est assez double, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez envie de dire ne mangez pas n'importe quoi, mais à la fois, tout de même, ça reste assez cher et c'est quelque part de l'argent gaspillé. C'est de l'argent gaspillé et en fait, il faut s'intéresser à la composition. C'est-à-dire il y a la Convention internationale du droit de l'enfant qui prévoit dans l'article notamment 17 et 24 que les États parties, donc les gouvernements et les médias, donc je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui, parce que ce n'est pas beaucoup de médias qui m'invitent. D'ailleurs, je crois qu'en France, on en parle depuis peu. On est en retard, je crois, par rapport aux Américains. Les médias en parlent quoi, depuis 2 ans maintenant, 3 ans 30 ans pour les colorants et 25 ans pour l'aspartame aux États-Unis. En France, les médias, quand même, on les entend, on lit tout de même certains dossiers, souvent, en France, souvent. Par rapport... Oui. Ça commence, mais ils n'ont pas le droit de dire toute la vérité. Vous n'avez pas l'impression de ne pas être écouté quelque part ? En France, oui. Voilà. Ah oui, voilà, je parle bien de France. Aux États-Unis, je sais qu'ils, malgré leurs problèmes de santé et leur surcharge pondérale, ils sont assez... Écoutez, alors quel est votre souhait? On va rentrer dans les détails, mais avant, je voudrais bien sûr écouter Jamal Souna. Mais quel serait peut-être votre rêve? Vous, c'est totalement d'éliminer tous les produits dans la grande distribution. Alors, on va en y venir dans quelques instants, mais vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous rêvez tout simplement d'avoir des marchés, des maraîchers un peu partout. Donc l'idée, c'est que d'abord d'instruire les gens sur leurs droits, parce qu'ils ont le droit de savoir ce qu'ils achètent, et ils ont le droit d'avoir accès aux sources nationales et internationales au niveau des études scientifiques, prouvant la toxicité de ces produits-là. Et après, c'est d'aider les gens à consommer autrement, mais aussi d'encourager les industriels à créer des nouvelles recettes sans les additifs les plus dangereux, notamment les colorants, les exhausteurs de goût ou les édulcorants de synthèse. Ouais. On va y venir dans un instant, notamment avec, ça serait idéal, avec l'aspartame. Jamal Souna, le ramadan, donc c'est de jeûner. Voilà, le ramadan c'est de jeûner et le but c'est de faire des économies et de moins consommer. Alors ça c'est incroyable ce qu'on entend là.
Alors là, vous êtes en train de dire, parce que c'est vrai que c'est un moment de fête, on se réunit, les téléspectateurs sont à table, vous êtes en train de nous dire que pendant le ramadan, on a tendance à faire des économies. Alors je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, Corinne, et on a tendance à faire attention aussi à ce qu'on consomme. C'est-à-dire que le consommateur oublie le message du mois de Ramadan. Le but du mois de Ramadan, c'est un mois qui vient une fois par an, et c'est une rééducation pour consommer moins, et parce que la consommation au mois de Ramadan, elle se multiplie des fois par 4 ou 5 fois, ce qui est pas normal. Ah bah oui, d'après tout ce qu'on peut voir dans les grandes tablées familiales de fêtes, c'est vrai que c'est de s'installer, de préparer un certain nombre de plats salés, sucrés, des gâteaux, etc. Donc moi je dirais plus, c'est plutôt on consomme énormément. Non, moi je le considère comme plutôt une période En tout cas, c'est un de souhait que vous avez. rééducation et de reprendre des bonnes manières de comment se nourrir. Oui, parce qu'à la base, le ramadan, c'est une période où on essaye aussi de démontrer à ceux qui ont peu, qu'on peut partager, qu'on peut aussi rester sans manger. Oui, oui, qu'on est privé, c'est-à-dire le fait de se priver, c'est surtout c'est un message scientifique. C'est-à-dire le corps humain, pendant ces 30 jours, il va... D'ailleurs, des études qui ont été faites, même l'estomac se rétrécit pendant cette période. Alors que, le contraire, ceux qui consomment, s'ingurgitent beaucoup de nourriture au mois de Ramadan, ils font l'effet contraire. On va en parler, hein, puisque certains médecins ont essayé de prouver que c'était bon pour la santé, d'autres non. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, du ramadan? Est-ce que c'est bon, vous qui vous intéressez tout de même à la consommation, au corps, à ne pas consommer tout et n'importe quoi? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs? Est-ce que cette période de ramadan est bonne pour le corps en elle-même? Elle peut être très bonne pour le corps à partir du moment où on s'alimente d'aliments sains. On va dire, si, d'après ce que j'ai compris, avant le lever du soleil, certains mangent certains ingrédients, des aliments comme du couscous sucré, etc. Après, ne pas manger pendant toute la journée, ça peut provoquer un jeûne. Et le corps donc se régénère puisqu'il n'a pas à digérer des aliments 3 fois par jour. Donc les cellules vont se régénérer. Seulement si arrivé au soir, après le coucher du soleil ou avant, on commence à lui donner des plats en sauce, des colorants, des boissons gazeuses, et puis des tas de choses qu'il ne faudrait pas manger, là le corps il se dit « Oula, j'ai pas mangé toute la journée et là je reçois tout ça d'un seul coup ». Donc après, manger sainement, oui, ou faire des jeûnes sont bénéfiques. Mais là, les jeûnes, en général, c'est quelques jours, une semaine, 2 semaines sans manger. Alors, on va y revenir tout au long de ce mois de Ramadan. On s'intéresse plutôt à l'alimentation. Alors, vous particulièrement, un point sur vraiment vos revendications. Vous êtes vraiment... Alors, ce qui vous sort par les trous de nez, c'est l'aspartame. Alors, l'aspartame, en 2 mots, c'est un faux sucre. C'est un édulcorant de synthèse qui a été mis sur le marché en 1981 aux États-Unis. Édulcorant de synthèse, c'est un faux sucre. Les gens appellent ça un faux sucre. Et donc, en fait, il est intelligemment dissimulé sur des produits sans sucre. Donc, il y a 14 000 produits alimentaires aujourd'hui et environ 5 à 600 médicaments, même pour bébés, qui contiennent cet édulcorant. Alors, ce qui est assez paradoxal et même contradictoire, c'est qu'au départ, on dit aux Français ou même à la population, parce que maintenant, ça devient vraiment national et international, on explique qu'il faut manger très peu de sucre. On a trouvé cette solution de substitution et aujourd'hui, en fait, on est en train de démontrer que cet aspartame est même mortel, je dirais. Oui, l'aspartame aurait pu tuer plus de 200 millions de personnes et c'était clairement expliqué par le professeur Alemany à Barcelone en 2006, où j'étais en interview avec Betty Martini, qui est une femme extraordinaire qui a créé l'association Mission Possible Internationale aux États-Unis il y a 20 ans, pour informer le public dans le monde entier sur les méfaits de l'aspartame et aussi du glutamate monosodique. Mais à la fois, je me mets à la place des téléspectateurs. Bon, on rentre et on va y rentrer sur des mots bien précis, on va parler de... Mais c'est vrai qu'en se mettant à leur place, je ne veux plus mettre de sucre, mais de sucrète. On leur a expliqué pendant des années que c'était mieux. Oui. Et aujourd'hui, on leur dit non, donc à un moment donné, est-ce que... Mais les gens sont un peu perdus, mais ce n'est pas leur faute. Moi, j'accuse pas les consommateurs. Le but, c'est d'informer avec des sources scientifiques. Il y en a des centaines de sources scientifiques sûres et indépendantes. Le but, c'est d'informer le consommateur parce qu'il a droit à cette information selon cette Convention internationale du droit de l'enfant. Donc, pour le bien-être physique et mental de l'enfant.
C'est-à-dire que cette alimentation remplie d'additifs toxiques et parfois neurotoxiques comme les l'aspartame. Neurotoxique, ça veut dire que ça va traverser la barrière hémato-encéphalique, qui est une membrane qui est censée protéger le cerveau du consommateur des produits chimiques. Et ça peut générer des problèmes neurologiques, par exemple. Complètement, et très rapidement. Donc ces molécules-là ont la capacité, et ça s'était prouvé avant la mise sur le marché, sur des singes, des rats et des souris, de détruire les neurones du cerveau. Ça les excite, oui. C'est des excitotoxines. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu, je vais y revenir tout à l'heure, mais oui. C'est assez impressionnant parce que en lisant aussi sur votre site, comme quoi vous n'y allez pas de main morte, vous dites par exemple quel est le point commun entre des milliers de rats sacrifiés, des mensonges, une migraine, une personne obèse, en surcharge pondérale, dépressive, aveugle. Voilà, là vraiment, alors le point commun... c'est l'aspartame. C'est prouvé ça depuis des années. On le savait même avant la mise sur le marché de ce produit, que ça affecte les yeux parce que ça contient du méthanol. Et selon vous, pourquoi on a réussi à le mettre? Est-ce que pour sauver un laboratoire qui faisait faillite aux États-Unis dans les années 80. Et aux États-Unis, on ne dit pas la maladie de l'aspartame, on dit la maladie de Rumsfeld. Donc c'est Donald Rumsfeld, qui est malheureusement très connu, qui a réussi à imposer l'aspartame dans la nourriture en 81 et après dans les sodas en 83. Et depuis, c'est une explosion de maladies d'Alzheimer, de surpoids. J'ai des centaines de cas en France qui se sont gavés de soda light ou d'autres, hein, même des sodas pas chers, et qui sont obèses. Et on continue. En 2-3 ans, ils prennent obésité morbide. Ça va être lié justement, là, beaucoup de consommateurs sur certains produits, notamment des boissons, mais aussi dans le halal, aujourd'hui, on arrive à proposer des produits avec des additifs et parfois des additifs qui ne sont pas halal, je crois. Quelle est votre vision, vous, Jamal Souna? Dans la religion musulmane, dans le Coran écrit être humain mange ce qui est bon et licite est bon. Donc, à partir de ce qu'on a dans la religion, le consommateur musulman, il a déjà un guide dans sa manière de consommer. Par exemple, dans la charcuterie, je prends comme exemple. Dans la charcuterie, ils utilisent le E120. C'est un additif. Attendez, quand vous parlez de charcuterie, vous parlez de charcuterie halal, comme le terme est... Halal et autres, et non halal, pour tout le monde. Le message est pour tout le monde. Et halal, d'accord. Ils utilisent le colorant E120 qui est extrait d'insectes. Ce colorant, il peut provoquer de l'asthme chez les enfants et du cancer. Ils utilisent... Donc ça, indépendamment que ça soit non halal, la religion l'interdit. Voilà, c'est ça. Donc il y a toujours une relation entre ce que la science dit et le message de la religion. Mais c'est assez intéressant parce qu'à la fois, bon, vous, c'est vrai que vous vous revendiquez, et on le voit dans votre livre, je le rappelle, additifs alimentaires. On est, pour l'instant... dans l'extrême en tout cas, pour atteindre vos objectifs. Mais vous, à la fois aujourd'hui, on arrive à acheter, des musulmans arrivent à acheter des produits qui sont censés être halal et qui parfois ne sont pas halal. On va en parler puisque vous avez créé votre label. Et aujourd'hui, on va expliquer aux musulmans que parfois, ils consomment des produits. Là, je ne sais pas, voilà, j'aperçois des produits de sauce censés être halal. Donc ça, logiquement, nous avons des additifs, par exemple, et c'est interdit. Je n'ai pas assisté au mode d'abattage ni au mode de fabrication. Oui, vous ne pouvez pas le valider. Voilà, donc moi, ce qui est important dans la fabrication d'un produit, c'est qu'il provient d'animaux sains, abattus selon le rituel, et ne contiennent pas d'additifs qui sont interdits par la religion. Par exemple, tout ce qui est... j'ai eu affaire, par exemple, à des industriels où quand on leur demande... pour une simple raison d'amener le produit à traiter au laboratoire, à vérifier s'il contient de l'ADN de porc ou il contient d'autres espèces animales et les additifs, ces industriels ne répondent plus. Là, ils se sentent piégés parce que le consommateur musulman, il veut voir la réalité, ce qui se passe. Mais est-ce que ça, c'est pas dû au fait, on a un sujet à regarder, c'est un débat très riche, est-ce que c'est pas dû au fait qu'à un moment donné, il y a eu vraiment une surproduction aussi de produits halal? Aujourd'hui, certains musulmans doutent même de certaines boucheries ou vendeurs de produits halal. Oui. 90% de la viande en France, elle est vendue sous le label halal, elle n'est pas halal, elle ne l'est pas. 90%, oui. Quand vous dites 90%, en global. Dans l'Hexagone entier, oui. En France? Exactement, oui. Et j'ai eu des visites dans des abattoirs, que j'ai vu des bêtes qui sont abattues pour les musulmans,
excusez-moi sur le terme, je ne le donnerais même pas à des animaux. Ce serait inhumain de le donner à des animaux. Et sachant que certaines associations qui défendent les animaux, j'aurais bien leur donner un message de défendre même les consommateurs musulmans, parce que les bêtes qui sont abattues pour eux, c'est vraiment des animaux malades. Récemment, il y a un scandale en Angleterre. Il y a le scandale du bœuf qui a la tuberculose. Ils nourrissent avec ce bœuf les enfants dans les écoles et l'armée. Bonne soirée à tous. Si vous venez nous rejoindre, vous êtes sur l'émission Ramadan 2013. Deux invités sont avec moi. On parle aujourd'hui d'alimentation, d'islam et alimentation, en général avec Corinne Gouget. Je le rappelle, donc vous venez de sortir ce livre, Additifs alimentaires aux éditions Chariot d'Or. Et puis Jamal Souna, donc vous êtes avec nous aussi, vous avez créé votre label et vous faites partie de l'association des musulmans de la Seine-Saint-Denis. Alors, on en parlait un peu en off. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on se disait en off, justement, puisqu'on n'a rien à cacher à nos téléspectateurs. Vous me parliez justement de 90%, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Corinne, mais de production de viande en France qui, logiquement, serait halal et qui ne l'est pas. Et vous m'évoquiez même que certains filets de poulet sont sous injection de gélatine de porc. Voilà. Pour leur donner un aspect plus volumineux et du poids aussi. Ils sont plus lourds. Donc, la problématique de la viande en France et dans toute l'Europe, l'abattage rituel, il est depuis un moment sur restriction. Alors, l'abattage rituel, c'est une émission ouverte vraiment à tous les téléspectateurs. Bien au contraire, on vous invite vraiment à vous réunir tous les soirs en famille. Donc, l'abattage rituel au nom de la religion musulmane, c'est que ça soit égorgé par un imam. Non, par un musulman. Par un musulman. Voilà, en direction de la Mecque, et la bête doit être saine. Il faut aussi le bien-être animal, il ne faut pas lui montrer le couteau, il ne faut pas... C'est un peu utopique ça, alors que ça soit effectivement égorgé par un musulman, un papa, un grand frère ou un imam, si on a le temps, le jour de l'Aïd, beaucoup le font. C'est une chose. Mais un animal donc sain, une viande saine, bien élevée, dans de bonnes conditions, c'est pas un peu utopique aujourd'hui pour la consommation, le business Vous y arrivez, vous, à acheter, à vous procurer une viande halal avec ces conditions-là? C'est difficile. En fait, est-ce que vous ne faites pas appel à ni plus ni moins votre conscience en vous disant, bon, ben voilà, il me vante, je vais dans telle boucherie, voilà, en bas, rue du Pré-Saint-Gervais à la Surpantin, par exemple, et puis, voilà, c'est de la viande halal et je suis... C'est que des paroles, c'est du business, le halal, pour tout le monde, même pour l'industrie agroalimentaire. Sachant que des études qui ont été faites par l'IFOP, le consommateur musulman, il consomme pratiquement 3 à 4 fois plus que les autres consommateurs. Donc, du coup, avec l'augmentation maintenant, le consommateur musulman, sachant que le halal, c'est une assurance, une garantie hygiénique dans le mode de fabrication, il choisit de consommer halal. Mais le problème, c'est que quand il va dans des boucheries, le boucher, il juste le mot halal et c'est fini. Il achète ailleurs non halal, puis... C'est fort ce que vous dites, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des musulmans sont dupés. Alors, vous parlez vraiment d'additifs. Il y a des liens, c'est une chose, mais de dire effectivement que certaines viandes ne sont pas halal, et même énormément, la plupart, ça peut vous lancer une crainte à tous les musulmans, non? Mais écoutez, vous essayez peut-être de les réveiller? Oui, je pense que... Donc aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir une viande halal en France? Si, c'est possible, selon la réglementation qui a été faite du décret de 2012, de respecter l'abattage rituel en mettant un système de contention et de bien-être animal. Mais vous, votre label, par exemple, bon, je ne vais pas vous dire il doit être sain, il doit être... Enfin, je pense quand même, oui, vous n'allez pas non, me dire le contraire. Mais qui le contrôle réellement? Quelle organisation peut contrôler ce contrôle? Oui, il faut dire, oui, parce voilà. que c'est des... Halal Vérif fonctionne sous l'égide de l'Union des musulmans de la Seine-Saint-Denis. Donc il y a une charte qui a été faite pour le respect du consommateur musulman, le respect du mode d'abattage et le respect du mode de fabrication dans toutes les étapes. Alors,
vous, par contre, vous mettez en garde. On va maintenant essayer un peu lier aussi ce côté, les produits halal et les additifs. Aujourd'hui, pour vous, et vous en avez sélectionné, vous avez apporté un dépliant dans votre boîte aux lettres, une publicité d'une grande distribution, pour ne pas la citer, qui fait d'abord un spécial Ramadan. Donc, vous allez vous exprimer là-dessus. Jamal par la suite. Je voudrais entendre Corinne. D'abord, c'est un vrai business, en fait, le Ramadan. Complètement. J'étais assez stupéfaite de trouver ça dans ma boîte aux lettres. Donc, bien sûr, là, on a la charcuterie, la viande. Vous êtes stupéfaite pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment un business. Donc, du coup, les gens vont aller chercher leur course. Donc, vous ne comprenez pas que la grande distribution s'adapte aussi à une communauté qui est... Aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis, c'est la communauté où nous avons le plus de musulmans en France, par exemple. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que la grande distribution essaie aussi de s'adapter pour offrir... Bien sûr, ça, c'est tout à fait logique. Mais il y a certains produits qui m'ont surprise. Donc, bon, de la viande, si elle est vraiment halal, je conçois. Mais il ne faut pas oublier que ces gens vont acheter la viande pour après la cuisiner. Et cette viande, on va la rajouter à du couscous, on va rajouter des colorants à certains plats. Donc, on va acheter des choses comme ça. Et j'ai eu l'occasion et la chance de faire des conférences pour des associations de musulmans et qui étaient choqués de savoir que ces colorants, même si ça vient du pays, comme ils me disent, en fait, c'est des colorants chimiques qui peuvent faire des problèmes d'hyperactivité chez l'enfant. Donc ça, c'est une boîte assez connue. Et sur le côté, on vous dit qu'attention, ça peut provoquer des troubles du comportement, des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a deux colorants, le E102 et le E124, qui sont mélangés avec du curcuma, du piment doux et d'autres choses. En plus, souvent, d'ailleurs, votre bouquin est assez technique. Je trouve il faut quand même pousser un peu les recherches. Donc, il y a votre site, mais il y a pas mal d'autres liens sur Internet. C'est vrai que souvent, quand on aperçoit ces etc., c'est pas très clair. C'est pas clair, mais c'est voulu. En plus, c'est écrit tout petit. Donc, on n'a pas le temps, on fait ses courses, on est pressé, on en parlait tout à l'heure, on travaille. Vous en préoccupez, vous, ça, à la maison ou dans la communauté musulmane, de ces édulcorants, ces aspartames, etc. Je ne vous cache pas, depuis que j'ai eu l'honneur de lire le livre de Mme Corinne Couget. Ça vous a alerté? Ça m'a alerté. Non, ça fait des années de recherche. Et surtout que je me suis servi du livre de Mme Couget pour mes enfants. Des fois, je leur demande, il y a un garçon de 10 ans et une fille de 12 ans, je leur demande de me dicter ce qui est dans le livre pour leur écrire exprès pour qu'ils puissent recevoir le message d'une manière indirecte. Et j'ai réussi à les ramener dans de grandes surfaces. Et la réaction que j'étais stupéfait de voir leur réaction, ils ramènent des produits, ils disent papa, on consomme ça, mais il y a des trucs dangereux pour la santé. Vous essayez un peu de les sensibiliser. Bien sûr. Quel âge ont-ils? 10 et 12 ans. Alors 10 et 12 ans, justement, moi j'ai aussi récupéré certaines substances que se cachent dans un certain gros hamburger qu'on peut trouver dans certains fast-food. Et c'est vrai que c'est aussi impressionnant. Mais je crois que dans chaque aliment aujourd'hui, quoique sauf pour certains qui ne transforment pas leurs produits, est-ce qu'on peut vraiment se passer de ces additifs, de ces conservateurs aujourd'hui aussi? Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Les conservateurs ont un rôle pour conserver le produit plus longtemps ou lui donner une meilleure apparence et puis surtout qu'il puisse rester dans le frigo ou sur l'étagère plus longtemps. Donc si avec les conservateurs, à la limite, ça serait moins grave. Mais le problème international qu'on a aujourd'hui, même mondial, on va dire, c'est des quantités phénoménales de colorants, mais surtout d'exhausteurs de goût. Donc là, on se retrouve avec des toutes petites boîtes. Moi, j'ai découvert ça chez une famille musulmane à Lens. Et donc, ils avaient 45 ou une cinquantaine de petites boîtes comme ça, avec 2 cubes à chaque fois dedans, tout emballé dans... Ce sont des cubes qu'on utilise en France. Largement, partout. Mais est-ce que ce sont les mêmes? Parce que là, vous parlez vraiment... C'est les mêmes marques, de toute façon. Sauf que là, pour ma part, il y a marqué goût poule, bouillon goût poule. D'accord, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire sur ce genre de produit, le même produit halal et non halal ne sont pas les mêmes? Ben voilà. Et oui. Et donc là, vous avez marqué halal, il y a marqué goût poule, il n'y a pas de poule dedans. Par contre, quand on a les ingrédients, même vous, je vous demande de le lire, vous arrivez à y arriver. J'ai une vue qui va. C'est moins d'un demi-millimètre de haut. Et la première position, là, c'est du glutamate monosodique. Donc c'est cet exhausteur de goût qui donne du goût. C'est fait pour. Donc du coup, ça va donner envie de manger. Il suffit de mettre 2 cubes dans une grosse marmite, avec de la viande, halal ou pas, avec un peu de colorant si on n'a pas d'épices. Pourquoi mettre des colorants alors qu'on peut avoir des épices? Et là, cet exhausteur de goût va vous provoquer l'envie d'en manger encore et encore et d'en reprendre une assiette. Et le problème, c'est que cet exhausteur de goût, il est neurotoxique. Et ça, c'est très grave. Donc, neurotoxique, et vous parliez aussi de budget, c'est-à-dire que certains produits halal aujourd'hui sont un peu moins chers peut-être?
Pas tous. C'est ce que vous, Vraiment moins cher. c'est ce que vous me disiez en off. Alors ça, comment je suppose que vous consommez que je ne vous l'ai pas demandé, mais vous êtes pratiquant, bien évidemment. Faites partie de l'association des musulmans de Seine-Saint-Denis. Vous ne consommez que des produits halal à la maison? Oui, et même on a modifié tout notre mode de consommation. C'est-à-dire, vous achetez plus pareil, vous faites attention. Plus de boissons gazeuses pour les enfants, parce qu'ils contiennent des additifs qui sont neurotoxiques, et en plus, ils peuvent retarder l'évolution neurologique chez l'enfant. Et donc, quand à l'école, vous dites l'enfant, il se prend 3, 4, 5 verres par jour de soda, et à l'école, il a un problème d'attention, c'est compréhensible. Je ne sais pas si à l'école, il y a du soda, mais... Non, à la maison. Ah, oui. Donc, Oui. le développement neurologique chez l'enfant, il est atteint. Vous arrivez à la maison à ne plus mettre de soda? On les fabrique à la maison. Ah, vous les fabriquez vous-même. Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas aujourd'hui? On parlait de cet hamburger géant qui est vendu à 900 millions à 900 millions de consommateurs dans le monde par an. On nous parle effectivement du pain, du fromage, enfin de ce que ça peut, de la viande, etc. Mais quand on regarde, par exemple sur votre site, effectivement, pareil, on a vraiment la décomposition de dizaines d'additifs dans ce produit. Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas réellement? C'est pour ne plus consommer? Parce que ça ferait trop d'informations? Voilà. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que les lobbies qui vivent de ces produits chimiques font pression sur les médias, et que ce soit journaux, magazines, télévision, Enfin, nous, on ne fait pas pression pour ne sur pas nous, en hein. parler. Et donc, on fait de la publicité, et c'est très bien expliqué par un neurologue américain qui s'appelle Dr. Russell Blaylock, qui explique que c'est par la publicité qu'on fait vendre ces produits, dans le simple but, et c'est un neurochirurgien qui sait très bien de quoi il parle, et nutritionniste, de faire baisser le quotient intellectuel des gens. Donc, une fois que la personne en a trop mangé, elle peut plus réagir. Et c'est très grave par rapport à cet exhausteur de goût qui est le glutamate ou l'aspartame, dont on vient de parler dans le petit reportage, qui va affecter très très rapidement le cerveau. Donc certaines sociétés vont dire qu'il faudrait boire 30 canettes de notre boisson pour être malade par jour. Et c'est faux. C'est à chaque dose que ça va altérer le système nerveux pendant des heures et des heures et des heures. Oui, il y a une certaine volonté. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce ramadan, sur cette fête et le halal. Donc pour vous, aujourd'hui, on voudrait qu'on vienne sur certains points. Quels conseils vous pourriez donner pour passer un bon mois de ramadan en termes de consommation, peut-être de temps, etc. Est-ce que vous, par exemple, le soir, quand vous avez faim, vous précipitez sur tout? Parce que c'est vrai qu'on on se fait une petite parenthèse conseil un peu... Moi, ce que je conseille, c'est que de respecter le message de Ramadan. C'est dans le but de limiter la consommation afin de donner un repos, un congé annuel à notre corps humain de se régénérer. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Je reviens sur la problématique des additifs alimentaires que Mme Corinne a dit. Les additifs alimentaires, ils ont des noms scientifiques que même il faut un biotechnologiste dans chaque maison pour qu'il puisse déchiffrer l'additif, son origine et ce qu'il contient. C'est ce que je vous disais, mais à la fois, on est peut-être à des années-lumière aujourd'hui de vraiment de sensibiliser peut-être les plus âgés, les moins jeunes et encore les tout petits en leur disant aujourd'hui, voilà, on a des étiquetages où peut-être parfois il n'y a pas tout, vous le disiez, je crois. Voilà. Et quelle serait votre solution, par exemple? Alors vous avez trouvé un petit moyen, c'est de sensibiliser vos enfants pour leur apprendre à bien manger, je dirais. Mais comment vous voyez la société à venir par rapport à ces additifs, et puis ce halal aussi, puisque le halal, c'est un vrai business. Alors, on disait tout à l'heure que le halal est moins cher. D'abord, selon vous, pourquoi il est moins cher? Non, et je ne dis pas qu'il est moins cher. Ah ben, certaines boucheries aujourd'hui vont vendre des quantités de viande un peu plus conséquentes à des prix quand même beaucoup plus... Il faut savoir... Alors d'ailleurs, en vous disant ça... Le 1er juillet dernier, on a eu un cas précis dans l'Hérault, je crois, ou à Toulouse, je ne sais plus, une école qui a vraiment, pour des raisons budgétaires, n'a pris que des merguez pour son barbecue et du poulet halal, parce que chaque année, ça lui en reste sur les bras. Enfin, ça a fait voilà, dans l'Hérault, on me dit à l'oreillette... Merci, Émilie. On me dit à l'oreillette, Montpellier, donc c'est moins cher. Quand vous arrivez chez un boucher et que vous trouvez que la viande est moins chère, il faut se poser la question. Sur ces bêtes-là,
leur état de santé pendant l'abattage. Le respect d'ailleurs de l'animal pendant l'abattage est primordial pour le musulman et son état de santé aussi. Donc il y a certains... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on proposerait à la vente des produits halal qui à la fois sont abattus et ont vécu dans des conditions difficiles, d'où leur coût moindre. Bien sûr. En plus, ils vont autoriser les farines animales en rebolote. On va retomber sur les problématiques de révolutionner le monde du halal, là. Hein. Même les poissons. Même les poissons, ils vont leur donner de la farine de porcine, des farines animales. Donc, on modifie. Farine de porcine. Porcine, oui. Elle est autorisée. Un bovin aujourd'hui est amené à consommer de la farine de porcine. Même les poissons, de pisciculture, dans la pisciculture. Et récemment, il y a la Norvège qui ont lancé une lettre d'information. Ils préviennent les femmes enceintes et les enfants de ne pas consommer plus d'une fois par semaine le saumon fumé. Et le mode de fabrication, l'industrie agroalimentaire, elle est irresponsable. Leur seul but, c'est de se remplir les poches. De vendre. Oui, de vendre. Oui. C'est ce que j'ai dit, non? C'est ça, oui. De vendre. Donc aujourd'hui, pour vous, j'insiste vraiment là-dessus, je vous garde un peu là-dessus, c'est que même le monde du business halal, puisque ça reste un faut vivre, hein, je veux dire, hein, tous les vendeurs de viande halal, de produits halal doivent aussi travailler et vivre. Aujourd'hui, malgré que ça soit halal, donc halal, en mettant l'accent donc religieux, on rentre aussi dans un business et on est maîtrisé par le système, l'argent, la consommation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous n'êtes pas tous comme ça, je suppose. Quelques-uns qui respectent. Et j'ai rarement, lors de mes visites ponctuelles, spontanées, dans des abattoirs, et j'ai vu des choses qui sont... C'est-à-dire que, oui, n'importe qui d'entre nous, madame, moi, les téléspectateurs peuvent se rendre dans un abattoir? Non, c'est difficile. Ah oui. C'est des astuces. C'est pas des astuces. C'est une investigation. On va peut-être vous garder pour l'émission. Et donc, la problématique de l'abattage, maintenant, certains distributeurs partent se ravitailler en Roumanie parce que la qualité de la viande française, il y a beaucoup de contrôles par rapport à ces pays qui n'ont pas de contrôle drastique. D'ailleurs, la problématique du steak au cheval, le problème qui a été... Voilà. Donc, est-ce que ces gens respectent le mode de nutrition qui est... sur les animaux, sur l'élevage des animaux. Élevé au maïs transgénique. D'ailleurs, personnellement, plus de maïs rentre chez moi, même s'il n'est pas transgénique, parce que je pense que tout a été contaminé. Alors, peut-être les 3 conseils à donner aux téléspectateurs en quelques secondes, rapidement, et quel serait votre idéal, peut-être un monde utopique, parce que là, c'est vrai qu'on a évoqué un sujet bien particulier, dont aucun média, enfin rarement en tout cas, l'évoque. Quel serait votre réel monde demain de consommation? Mon monde demain, ça serait de retourner à une alimentation naturelle, c'est-à-dire que quand les enfants demandent des bonbons sans gélatine de porc, on va leur vendre des bonbons de ce type avec la gélatine de poisson. Mais si c'est des poissons nourris aux OGM, etc., et à la farine de porc, il y a un problème. Possible, vous croyez? Mais bien sûr. Oui. Et dans ces bonbons-là, on va se retrouver de toute façon avec les mêmes colorants, les mêmes acides, le même sucre. Donc ça ne sera plus du porc, ça sera de la gélatine de poisson, mais les mêmes colorants cancérigènes qui peuvent provoquer aussi des troubles du comportement, de l'asthme, du urticaire, des insomnies et éventuellement, malheureusement, des cancers, comme on le voyait très bien dans l'extrait de reportage d'il y a 50 ans, avec ce toxicologue qui dénonçait ça. Donc après, j'ai un conseil pour les familles musulmanes qui cuisinent avec ces bouillons cubes, qu'elles se penchent un peu sur l'étiquette, parce que là, il y a une poule sur la boîte, mais il n'y en a pas dedans. Donc il y a des arômes de poule. Il y a marqué goût poule. Ne pas se faire duper entre l'emballage. Bouillon goût poule, ça ne veut pas dire qu'il y a de la poule. Il faut vraiment prendre du temps, acheter une loupe peut-être pour lire les ingrédients et voir qu'il n'y a pas d'animal dedans. Donc comment ça peut être voilà. L'emballage, des recherches. C'est du glutamate, c'est des exhausteurs de goût. Le petit conseil à donner. Alors, je rebondis sur la problématique des bonbons. Ouais. Ça, c'est un long débat. C'est un format... Je vous garde à l'antenne encore. Même si l'émission touche à sa fin, c'est tellement intéressant, je vous garde 2 minutes. C'est un long débat, ça, les bonbons, la gélatine de porc, on ne va pas citer les grandes marques, mais à la fois tous les mômes. Personnellement, je déconseille les bonbons pour tous les enfants. Bon, ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que le système de tolérance
Si vous prenez un bébé et vous lui donnez un bébé de 1 an, vous lui donnez un biberon sucré, il va le refuser. Vous lui donnez un biberon salé, il va le refuser. C'est ça. Il a un seuil qui le respecte. En lui donnant des bonbons, on le reformate. La tolérance et cette sensibilité au sucré. C'est pour ça maintenant, on risque d'avoir des enfants obèses dans le futur. Oui, vous On a avez envie. déjà des enfants obèses. Donc, Vous voulez garder un peu les bases alimentaires et ne pas nous faire changer par un système de consommation. Quel est votre plat préféré oriental? Vous en avez un? Mon plat préféré oriental. Peut-être, si vous- Moi, j'aime bien Vous en certaines pâtisseries que je trouve des fois sur le marché, parce que je connais une dame qui fait des petites pâtisseries à base d'amandes, de dattes, etc. Et fait des petits gâteaux aussi comme ça. Très bien. Après, bon, c'est pour ceux qui font du couscous ou des tagines, mais je leur conseille vraiment d'éviter aussi les casseroles en aluminium et d'éviter ces espèces Vous avez toujours de un- colorants là. C'est pas possible Et moi, de voir vous allez ça. au restaurant? Alors, je vais rarement au restaurant et je demande toujours ce qu'il y a dans les aliments bien. pour éviter. Oui, je me disais aussi quand même, vous sortez un peu, Oui, voilà. oui. Votre petit péché oriental, peut-être? couscous. D'accord, Ouais. très bien. Voilà, l'émission n'est pas terminée. Je remercie mes deux invités. Corinne Gouget, merci d'avoir rien. été avec nous. Je un rappelle plaisir. donc additifs alimentaires. Vous allez sur le net, vous serez surpris, alerté, choqué. Enfin, je crois que ce soir, on en a entendu pas mal. Vous avez vraiment de quoi peut-être réfléchir à partir de demain lorsque vous allez terminer votre jeûne. C'est aux éditions Chariot d'Or. Mon invité, Jamal Souna, vous êtes membre de l'association donc des musulmans de la Seine-Saint-Denis. Et je rappelle, vous avez créé votre label. En charge de création du label Halal Vérif et du développement afin d'aider le consommateur musulman à consommer halal et sain. Voilà.